en poursuite d'une tradition qui implique effectivement des métamorphoses. On peut penser que l'invention de l'avenir est pratiquement impossible. Bonjour Catherine Becquet-Diviso. Bonjour Claude Tran. Vous avez été la première directrice du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense un artisan essentiel de l'entrée du numérique dans ce ministère. Mais à la base, vous êtes inspectrice générale de lettres. Et dès 2010, vous avez initié le premier rendez-vous des lettres. Le numérique a-t-il été un aiguillon pour cette initiative ? Eh bien, écoutez, l'initiative du rendez-vous des lettres, c'était de réfléchir à l'évolution de l'enseignement des lettres à l'heure du numérique. On n'est pas obligé de dire à l'heure du numérique, mais aujourd'hui, d'une manière générale, l'enseignement, la transmission des savoirs est interrogée et bousculée aussi par les environnements numériques. Donc, ça a été plus qu'un aiguillon, ça a été un défi, le numérique pour l'enseignement des lettres. Vous savez que, comme dit Bernard Stiegler, le numérique, c'est la nouvelle forme moderne industrielle de l'écriture. Or, qu'est-ce que c'est l'enseignement des lettres ? C'est d'abord de transmettre aux enfants à la fois le goût pour les textes, la littérature, mais aussi le goût et l'envie d'écrire, la capacité aussi à écrire, à s'exprimer, à créer. Donc à interpréter aussi, ce qui est très important, c'est une discipline de l'interprétation. Donc si on considère que le numérique est la nouvelle forme de l'écriture moderne, l'enseignement des lettres doit être reconsidéré à l'heure du numérique. Donc oui, le numérique a été un élément très important, un levier très important de réflexion pour nous, à l'Inspection générale de lettres. Nous avons voulu, même avant 2010, puisque nous avions organisé à l'ESN plusieurs sessions de formation des inspecteurs de lettres pendant 4 années successives, pour qu'ils puissent reconsidérer à la fois leur métier, leur mission, leur rôle auprès des enseignants à l'heure du numérique. Donc oui, je pense que c'était dès le départ une interrogation forte qui se poursuit aujourd'hui et qui a donné lieu d'ailleurs à plusieurs formations et événements dans le monde des lettres où on a produit beaucoup de ressources, constitué beaucoup de réseaux sur le terrain avec les enseignants, des réseaux de réflexion, des réseaux de production de ressources. On est depuis des années mobilisés autour de cette question, même si ça n'apparaît pas. Le numérique, conséquence d'une forte accélération des technologies, semblait être l'apanage des scientifiques. Comment le numérique participe-t-il des métamorphoses des lettres et plus globalement du renouveau des humanités ? Une discipline qui s'intéresse à l'écrit et à la lecture, à l'écriture et à la lecture, est forcément touchée et particulièrement frappée par les transformations du numérique. Je dirais même que ça devrait être la première discipline qui s'intéresse à ce sujet-là, et c'est d'ailleurs ce que nous avons mis en place avec le Rendez-vous des lettres, qui est un événement annuel de réflexion qui réunit d'ailleurs aussi bien des praticiens, des enseignants, que des chercheurs, des universitaires, des partenaires culturels, autour de la question de la manière dont le numérique transforme et fait évoluer l'enseignement des lettres, mais aussi l'écriture littéraire, la littérature en général. Alors, la représentation qu'on a, les représentations, vous savez, sociales, on imagine les lettres comme une discipline à part qui est en dehors du champ de la science. Moi, je crois que ce sont des clivages qui n'ont plus grand sens aujourd'hui, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Ceux qui font le choix de la littérature aujourd'hui ont absolument besoin, quel que soit le champ, le domaine dans lequel ils travailleront plus tard ou ils étudieront à l'université, ont absolument besoin d'un socle de connaissances et de compétences numériques, j'allais dire, mais même en informatique, d'un bagage de connaissances, au moins sur les principes et les processus à l'œuvre dans le traitement des données, de l'information, le classement et l'organisation de l'information, et même la production d'écriture et de textes et de programmes
dans la société qui est la nôtre. Je crois que ce sont des compétences et des notions qui sont absolument indispensables, y compris pour des élèves qui se destinent, si on peut dire, à des carrières, non pas littéraires parce que ça n'existe pas, mais des carrières liées aux humanités, au champ des sciences humaines et sociales. Alors en pratique, dans l'enseignement des lettres, le numérique peut renouveler les manières de lire et d'écrire, peut réenchanter la littérature, enfin en tout cas l'apprentissage de la littérature, c'est-à-dire en donnant aux élèves des modes d'accès et de compréhension très diversifiés et très différents. C'est une manière de les faire entrer dans les textes, parce que l'enseignement des lettres, c'est d'abord les textes, et dans l'écriture, tout à fait nouvelle. Moi, ce que j'ai observé dans les classes, parce qu'un inspecteur, ça va dans les classes, en plus, vous le savez, je suis toujours sur une mission d'études et de réflexion sur les pédagogies actives mises en place par les enseignants liés aux usages du numérique. Donc, ce que je vois essentiellement dans les classes, et pour ce qui est des lettres en particulier, c'est que l'écriture aujourd'hui est abordée déjà selon une dimension qu'on pourrait dire visuelle. On a beaucoup plus cette dimension visuelle de l'écrit d'écran. Le texte se donne à voir avec des repères visuels presque plastiques, ce qui était déjà le cas avant, mais qui est mis en valeur et en évidence, en relief dans l'enseignement des lettres. La deuxième chose, c'est la multimodalité du texte. C'est-à-dire que l'écriture numérique, c'est bien sûr du texte, mais c'est aussi du son, de l'image et la combinaison des trois, la vidéo. Donc cette multimodalité des langages numériques est très intéressante pour développer des pédagogies plus attractives et plus riches pour les élèves. La troisième dimension, je parlerai plutôt d'une dimension dynamique du texte. C'est le texte étudié comme processus de sa genèse jusqu'à l'interprétation et la remise à jour infinie et perpétuelle du sens. Ce qui permet aux élèves, par exemple, d'écrire dans les textes, d'augmenter les textes, d'enrichir les textes, de les réinterpréter, de les annoter, de les commenter, de partager leurs interprétations. La dimension collaborative de l'écriture et de la lecture est utilisée par les enseignants aujourd'hui, les enseignants de lettres qui utilisent le numérique. Ils profitent de ces potentialités de partage et d'élaboration conjointe, de co-construction du sens des textes. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment bien dynamisé l'enseignement des lettres, non seulement l'écriture littéraire, mais l'enseignement des lettres. Et c'est cela la métamorphose ? Et la métamorphose, pour nous, on a parlé de métamorphose pour ne pas parler du numérique comme une rupture ou une révolution, mais comme quelque chose d'un processus continu qui va de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'était d'ailleurs le thème du dernier rendez-vous des lettres, culture antique, culture numérique, les métamorphoses de la transmission et de l'apprentissage à l'heure du numérique. Oui, c'était bien le sujet de cette année, de montrer cette continuité et voir, on a parlé du renouveau des humanités, d'un nouvel humanisme même. Pour cette 7e édition, vous avez également interrogé le lien entre mémoire et transmission. Mémoire que le numérique exosomatise, transmission que le numérique, là encore, rend plus autonome. Comment l'école, selon vous, interpellée par ce nouveau monde, peut-elle s'adapter ? Bon, on parle souvent, on dit que la mémoire est externalisée, que les connaissances peuvent être enregistrées et archivées à côté de la tête, à côté de la tête, à côté de la tête de l'élève ou de l'apprenant. C'est oui et non. On a effectivement une masse d'informations et de données qui sont enregistrées, archivées, même d'ailleurs parfois avec des principes de classement et d'organisation, avec des architectures. Mais ce qui est important, c'est ce que l'élève va pouvoir en faire. Comment, à partir de cette quantité d'informations, il va construire sa connaissance, il va construire son savoir. Donc, que doit faire l'école ? Eh bien, je crois que le rôle des enseignants, d'abord, c'est de leur apprendre, de leur
donner les outils intellectuels et non pas matériels, les outils intellectuels pour se repérer dans ce monde des informations, pour leur apprendre à les trier, à les organiser, à les interpréter aussi pour en faire, pour construire des connaissances. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il est évident que le rôle du maître ou de l'école est plus d'accompagner, de conduire dans un cheminement et dans une pensée cohérente et rigoureuse les élèves, plutôt que de leur transmettre un savoir préétabli, définitif, arrêté. On est là aussi dans quelque chose qui ressemble à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de processus d'écriture plus que d'écriture. On est là dans une démarche dynamique d'accompagnement de la transformation et d'accompagnement de l'accès au savoir. Le rôle des inspecteurs dans ce cadre aussi change. Parce que l'inspecteur n'est plus celui qui, au fond de la classe, contrôle, valide, juge, et même s'il a un rôle d'évaluateur aussi, mais il est plutôt celui qui va réfléchir et aider l'enseignant à réfléchir sur ses pratiques, l'encourager à innover, non pas innover pour l'innovation, mais innover parce que je crois qu'aujourd'hui l'enseignant doit être dans une démarche de remise en question permanente de sa pratique, de sa manière de prendre en compte la diversité des élèves et la diversité des façons d'apprendre, et que cela l'oblige lui aussi à se mettre à jour régulièrement, et que le rôle de l'inspecteur, c'est cet accompagnement et cette orientation, mais aussi cette valorisation des différentes expériences pédagogiques qui sont multiples et qui ont lieu dans les classes que je visite très très souvent. Je vais le plus possible rencontrer les enseignants dans leur classe. Je vois que cette démarche de recherche, finalement on pourrait parler de démarche de recherche, est en cours et qu'il y a une très forte appétence des enseignants pour la recherche et pour la mise à jour aussi de leurs connaissances dans ce domaine. Je voudrais également citer, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites sur les pratiques des enseignants, sur ce que dit Nathalie Mons. Nathalie Mons invite l'institution, donc au-delà du professeur et de l'inspecteur, à s'appuyer sur les collectifs enseignants qui, sur le terrain, produisent de vrais projets collectifs. C'est effectivement le constat que vous faites, c'est le constat que nombreux observateurs font. Est-ce que c'est par là que passera une amélioration des résultats qu'observent les enquêtes nationales et internationales? Que les progrès, que les améliorations passent par les enseignants, dans le sens où les enseignants aujourd'hui sont les acteurs majeurs de transformation de la pédagogie, oui. Alors, que ça passe par la collaboration des enseignants, j'en suis convaincue aussi, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Il y a le fait que l'enseignant est le premier concerné et le premier acteur de la transformation pédagogique. Évidemment, et c'est ce que je constate quand j'inspecte ou quand je vais dans les classes, c'est cette évolution très rapide des postures de l'enseignant et cette capacité de chercher et de trouver des solutions à des problèmes particuliers. Le problème essentiel, vous avez cité PISA, vous avez évoqué PISA, c'est quand même les inégalités entre les élèves. C'est la reproduction des inégalités sociales à l'école. Donc la réduction des inégalités, elle passera par une différenciation de l'enseignement, de la manière de conduire l'élève à la réussite, c'est bien ça qu'il s'agit, et donc d'adapter l'enseignement à son public, à la diversité du public. Donc là, le numérique aide beaucoup, et les enseignants, ceux qui s'emparent de ces potentialités, le font assez bien. Mais effectivement, ils ont du mal à le faire seuls. L'enseignant isolé dans sa classe a du mal à avancer s'il n'est pas à la fois accompagné par les cadres, c'est-à-dire son chef d'établissement, une équipe, un formateur, ses inspecteurs, s'il est seul, et en même temps s'il ne collabore pas avec ses pairs. Aujourd'hui, l'invention pédagogique, elle se fait entre pairs. Et oui, je dirais de plus en plus de communautés d'enseignants, non seulement parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de réfléchir à plusieurs à leur pratique,
mais aussi parce que le numérique et les plateformes le permettent et que de plus en plus de communautés se construisent. Mais ces communautés, elles ont quand même vraiment besoin de l'accompagnement et de la reconnaissance de l'institution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça parte du haut vers le bas, mais il faut que quand un enseignant construit et structure quelque chose, l'institution soit là non seulement pour l'encourager, mais pour valoriser, pour publier aussi, pour formaliser et publier ce qu'il se fait, pour les mettre en relation aussi avec l'univers de la recherche, des laboratoires de recherche. La transformation des supports de l'écrit a entraîné tout ce mouvement de transformation de la transmission et de l'enseignement. Merci beaucoup.